Bonjour à tous et bienvenue donc à ce troisième forum des think tanks. Nous allons commencer par une performance, répondre à la question comment atteindre le bon équilibre budgétaire en 45 minutes. Je vous présente donc les intervenants. Michel Rousseau, qui est professeur à Dauphine, président de la Fondation Concorde, et un think tank d'inspiration libérale. Dominique Régnier, qui est professeur à Sciences Po, qui est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui est un groupe de réflexion, lui aussi de tendance plutôt libérale, qui était proche à la création de l'UMP, mais qui finalement est beaucoup plus libre qu'on ne pouvait le penser au départ. Et puis Pierre-Mathieu Duhamel, qui a eu une brillante carrière administrative, qui fut directeur adjoint de cabinet d'Alain Juppé, un label en soi, et qui a été maire de Boulogne, qui est président du comité stratégique de KPMG et qui représente l'Institut Montaigne. Il préside en effet le groupe de travail intitulé Efficience de la dépense publique, qui est notre sujet. Donc je vais vous demander à tous de me dire qu'est-ce que un bon équilibre budgétaire pour vous. Et je suppose que ça dépend de la croissance, de la dette, de l'environnement. Donc aujourd'hui, quel est pour vous le bon équilibre budgétaire? Michel Rousseau, commencez. Merci Guylaine, bonjour mesdames et messieurs. Depuis 12 ans, je constate que la réduction de la dépense publique est au cœur des réflexions de la Fondation Concorde. Car en effet, dès le début des années 2000, nous avons pensé que c'était un enjeu déterminant pour la prospérité dans les prochaines décennies. À cette époque, d'ailleurs, personne n'aurait pensé que nous approcherions les 100% d'endettement par rapport au PIB. Nous sommes sans doute l'année prochaine à 91%. Or, les économistes nous disent que dans cette zone d'endettement, et cette zone élevée d'endettement, les comportements des consommateurs et des investisseurs peuvent être bousculés, peuvent être modifiés considérablement, ce qui complique l'équilibre budgétaire des nations. Dans cette période économique tendue, le bon équilibre budgétaire qu'il s'agit d'atteindre est celui qui nous permettra d'aller vers ces objectifs en 2017, c'est-à-dire répondre aux engagements de la France et d'atteindre l'équilibre zéro sans entrer en récession, sans baisser l'emploi, c'est-à-dire sans créer de nouveaux chômeurs, et tout en ayant un équilibre budgétaire positif. Nous devons atteindre 3% en 2013. Beaucoup de nos amis économistes disent que ce sera très difficile. Si nous passons en 2013 à 3%, nous devrons trouver dans les 4 ou 5 années qui suivront 60 milliards au minimum de réduction de la dépense publique pour atteindre le niveau zéro, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire, en 2017. C'est un enjeu considérable, car il s'agira pendant cette période de ne plus augmenter, c'est notre sentiment, c'est notre engagement, de ne plus, enfin la Fondation Concorde, de ne plus augmenter les prélèvements et les taxes sur les entreprises, car nous avons atteint dans ce domaine des sommets. Nous sommes champions d'Europe, champions de l'OCDE, presque à égalité avec les pays, même au-dessus de certains pays réputés comme étant extrêmement larges dans leur service public. Il est donc essentiel de s'attaquer, tout le monde le dit, mais c'est difficile à faire, il est donc essentiel de s'attaquer à notre dépense publique, c'est-à-dire en fait au budget de l'État pour l'essentiel, et de considérer qu'on ne sera sans doute pas aidé par la conjoncture économique, puisque la crise est permanente en Europe actuellement, et que nos entreprises sont assommées, si je puis dire, et peu enthousiastes. Peu enthousiastes, il y a eu 20% de prélèvements en plus sur les entreprises depuis quelques années, ce qui quand même est considérable, puisque déjà nous étions, avant ces prélèvements de 20% supplémentaires, nous étions déjà les champions d'Europe, comme je viens de le dire. Il faut donc s'attaquer aux réformes structurelles. C'est essentiel,
c'est d'autant plus essentiel que les agences de notation ont les yeux fixés sur notre capacité à réformer. Et de leur appréciation dépendra les taux qui nous seront consentis pour refinancer la dette. Actuellement, c'est tout à fait... on a des taux préférentiels, mais ça peut changer très rapidement. En quelques mois, on peut passer à des taux très importants qui ne facilitent pas notre retour à l'équilibre. En tous les cas, c'est un enjeu considérable. Vers 2017, nous espérons être à 0%. Ce serait quasiment un défi, comme jamais la France en a relevé, depuis le général de Gaulle, qui avait, avec le plan Rueff-Armand, en 1960, rétabli les finances de la République. Voilà en gros ce que je voulais dire comme idée synthétique sur la réduction de la dépense publique, sur le retour, comment atteindre le bon équilibre budgétaire. Alors, Pierre-Mathieu Duhamel, déficit zéro, 60 milliards d'économies, plan Rueff, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs dans un pays qui ne peut pas dévaluer? Et qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme équilibre budgétaire à échéance de 2017? Merci, Guylaine. D'abord, je voudrais rendre hommage au public. 8h30, 9h du matin, par un samedi humide de décembre, venir vous consacrer à la définition du bon équilibre budgétaire mérite un hommage de la part de ceux qui, eux, n'ont pas le choix et qui sont en face de vous. Un mot sur, d'abord, la notion même d'équilibre budgétaire. Elle a, en vérité, varié dans le temps, puisque nous sommes dans une enceinte universitaire. La première définition de ce sujet est due à un éminent professeur de droit public qui s'appelait Gaston Gèze et qui enseignait les finances publiques dans la deuxième partie du XIXe et au début du XXe siècle, et qui avait eu cette formule simple. Il avait dit « il y a des dépenses, il faut les couvrir ». Bon, c'est assez clair. Ça correspond assez bien à l'idée d'un État qui ne joue pas un rôle hypertrophié dans le fonctionnement de l'ensemble de l'économie et de la société, qui a simplement des fonctions régaliennes à assurer, la défense, la sécurité publique, les affaires étrangères, et qui, en face de ces besoins, qui ne peuvent être assumés que de manière collective, a besoin de ressources. Et le principe défini par Gaston Gèze, la loi de Gèze, c'est de dire il faut que les recettes soient égales aux dépenses. C'est finalement assez simple. C'est devenu compliqué pas tellement longtemps après, lorsque les économistes s'en sont mêlés. Et ils ont dit, mais votre affaire d'égalité permanente entre les recettes et les dépenses, c'est montrer que vous ne comprenez rien au fonctionnement du cycle économique. L'économie n'est pas linéaire, elle a des variations, et il faut que les finances publiques jouent un rôle dans l'accompagnement de ces variations. Autrement dit, et nous arrivons bien entendu sur tout ce qui est la doxa et l'ensemble des éléments qui accompagnent les théories keynésiennes, lorsque l'économie ralentit, il est sain de se mettre en déficit, parce qu'à ce moment-là, il y a une injection dans l'économie de moyens de paiement et ça soutient l'activité. A contrario, lorsque la croissance dépasse le niveau qui serait raisonnable d'avoir et qu'on rentre dans une période de tension et de risque inflationniste, il est sain d'avoir un excédent budgétaire, c'est-à-dire qu'on retire une partie des liquidités du fonctionnement de l'économie et que ça aide à ralentir. Donc le bon équilibre, disent les économistes, ce n'est pas du tout l'égalité permanente entre les recettes et les dépenses, c'est d'être en déficit lorsque l'activité fléchit et en excédent lorsqu'on risque au contraire des tensions sur les capacités de production. Vous notez que dans le débat ambiant, où la théorie keynésienne est souvent rappelée, dans la version que nous en avons, on ne parle généralement que de la partie déficit. La partie excédent n'est jamais évoquée, mais ça peut s'expliquer par le fait qu'on ne l'a pas connu depuis à peu près 40 ans et que donc plus personne n'en a vraiment la mémoire. En tout cas, le seul que je connaisse qui en ait la mémoire, c'est Jean-Pierre Fourcade, qui est le dernier ministre des Finances à avoir présenté un budget en équilibre. C'était en 1974, un temps que les moins de 20 ans, comme dirait le président de la République, ne peuvent pas connaître. Ça, c'est le réglage du budget sur, on va dire, le court moyen terme. Mais il y a une notion supplémentaire qu'il faut introduire dans le débat pour caractériser un bon équilibre, c'est le sens du long terme. Et le bon équilibre, c'est celui qui, d'une manière qui est difficile à caractériser ou même à chiffrer, ne donne pas le sentiment aux agents économiques, nous tous ici,
les entreprises que dans un temps indéterminé, ça va se détraquer. Autrement dit, qu'on est durablement installé dans une situation où on ne crée pas à un horizon de 10, 15 ou 20 ans d'énormes menaces parce qu'on n'a pas su mesurer les anticipations, les évolutions plutôt qui sont à l'œuvre. L'exemple le plus frappant de ça, c'est le rôle que la démographie joue. Dans un pays qui connaît un formidable dynamisme démographique à travers des naissances nombreuses, vous avez toute une promesse en quelque sorte de croissance future, même s'il y a des dépenses d'éducation, de formation à assumer, qui fait qu'on va en quelque sorte vers davantage de croissance à l'horizon de 15-20 ans. Dans un pays vieillissant, on peut se dire qu'une forme de croissance peut naître du vieillissement, mais on sait aussi que des charges vont naître sur le plan notamment des régimes de retraite ou des dépenses de santé, de l'évolution démographique. Donc un bon équilibre, c'est celui qui, dans le moment présent, est capable de prendre en compte des évolutions de moyen terme à 10 ou 15 ans. Voilà pour la réponse théorique à la question. Maintenant, est-ce que vous me demandez si nous sommes dans cette situation? La réponse est non. Ni sur le court terme, ni sur le moyen terme, ni sur le long terme. Alors, comment pourrait-on envisager d'y revenir? Juste un mot sur cet aspect des choses. Michel Rousseau a déjà évoqué plusieurs sujets. Moi, je voudrais appeler votre attention sur le cas français, en soulignant le caractère en quelque sorte asymétrique de notre fonctionnement. Michel évoquait les agences de notation. Elles nous regardent avec énormément d'attention, c'est vrai, mais il y a un point sur lequel elles n'ont pas de doute sur notre crédibilité. C'est notre crédibilité fiscale. Personne dans les observateurs internationaux, les organismes tels que le FMI, l'OCDE ou les agences de notation, ne doute de notre capacité à fabriquer des impôts. Personne ne doute de la capacité de l'administration française à les recouvrer. C'est un de nos points forts. C'est un de nos vrais points forts. Alors, vous en souriez, moi aussi, mais songez à la Grèce. La Grèce, aujourd'hui, l'un des problèmes qu'elle rencontre, c'est que le Parlement grec et les forces politiques grecques peuvent faire preuve de toutes sortes de capacités d'imagination, de vertu et fabriquer en série les dispositions que demande la Troïka, mais après, il y a un problème de process. Dans un pays où il n'y a pas de cadastre, c'est quand même compliqué d'asseoir l'impôt foncier, pour vous donner un exemple simple. Bon, il y en aurait d'autres. Donc, nous n'avons pas de problème de crédibilité de ce point de vue-là. Il faut à certains égards s'en réjouir, même si nous savons que ça présente aussi des inconvénients. Mais nous avons en revanche, et c'est notre immense faiblesse, un énorme problème de crédibilité en matière de dépenses. Personne, en revanche, ne pense, au vu de notre histoire des 3 ou 4 dernières décennies, on pourra remonter plus loin d'ailleurs, que nous avons une vraie capacité à maîtriser notre insatiable envie de biens, de services fabriqués à travers la dépense publique. Et donc les gages que nous avons à donner dans les 5-10 ans qui viennent, parce qu'il s'agit d'affaires au long cours, Guylaine proposait de rétablir le bon équilibre budgétaire en 45 minutes. Non, c'était l'ambition de Michel Rousseau. Je crains que ce ne soit pas possible. Non, c'est l'ambition de Michel Rousseau. Mais en revanche, en 10 ans, c'est concevable, à condition naturellement de choisir la face nord. Et la face nord, pour nous, Français, c'est pas l'impôt, c'est la maîtrise des dépenses. Dominique Régnier, donc vous avec peut-être une vision un peu plus politique de ce que des choses et comment le pays peut absorber ce défi. Merci Guylaine. D'abord, je m'inscris dans ce qui a déjà été dit. Et je voudrais dire à vous toutes et à vous tous qui assistez à cette première prise de parole, ne vous inquiétez pas si vous notez une certaine proximité entre les positions des 3 intervenants de ce matin. Il y aura d'autres prises de position dans la journée qui se démarqueront de celle-ci. Et ça n'est que le résultat, si nous sommes tous les 3 là devant vous à vous parler de ce sujet, ça n'est que le résultat d'une organisation très complexe, mais qui marche formidablement bien et sur le mode de l'unanimité entre tous les think tanks qui organisent ce forum. Il faut que chacun puisse parler, que le temps soit le même, et donc à la fin on arrive à ce type d'organisation. Mais je voudrais vous rassurer sur le pluralisme des idées sera bien présent. Moi, ça tombe bien, j'ai horreur d'être contrarié. Et donc, c'est le point commun avec Alain Juppé. Ça, entre autres. Ça, c'est très bien. Guylaine a vraiment le sens de la répartie. Il faut que je sois vigilant moi-même.
Donc moi, je m'inscris dans ce qui a été dit jusqu'à présent, et c'est pourquoi je faisais cette petite remarque liminaire. Et au fond, on pourrait, j'aurais pu résumer pour ma part en considérant que un bon équilibre est structurel. Il peut y avoir en effet, cela a été dit, des déficits conjoncturels qui s'expliquent par des raisons économiques ou bien d'autres raisons qui peuvent être liées à l'histoire. Il y a des événements qui, par leur force, supposent une surdépense. Donc tout ceci, évidemment, peut tout à fait être acquis, de même que le déficit provoqué par une décision d'investissement est bien sûr plus légitime que le déficit provoqué par une décision de fonctionnement. Et s'il est souvent noté qu'il n'est pas facile ou aussi simple de distinguer entre l'investissement et le fonctionnement, malgré tout, on oppose souvent, typiquement, la rémunération d'un chercheur qui peut être rangé du côté du fonctionnement alors que c'est évidemment un investissement, ou la construction de ces fameux ronds-points qui peut ressembler à un investissement alors que ça ne sert pas toujours à quelque chose. Mais enfin, grosso modo, je pense qu'on peut s'entendre sur la philosophie consistant à dire qu'un investissement peut générer une dette légitime au plan moral, politique et aussi économique. Au plan économique, s'il y a un retour sur investissement, et donc au plan moral et politique, puisque les générations qui viennent, qui auront à supporter la charge de la dette, en auront aussi le bénéfice de ces effets. Donc on a un cadre général qui ici peut être considéré comme justifié. S'agissant du cas français, ce qui a été dit, encore une fois, me paraît parfaitement dit. J'ajouterai un élément, en effet, Guylaine, plus politique, mais qui était une vraie difficulté dans ce pays. Il y a deux dimensions, au fond, qui rendent les choses très compliquées en France. Plus facile à dire, comme nous le faisons, nous, ce matin, qu'à faire, comme en ont la charge ceux qui sont élus pour ça. C'est d'une part le fait qu'en France, il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche sur cela. Il y a des différences rhétoriques. Il y a des différences qui s'expriment dans le jeu de la compétition électorale, mais il n'y a pas de différence dans l'exercice des fonctions gouvernementales, où les différences sont marginales. Et si nous avions projeté ici la courbe mais vous la connaissez, la courbe de la dette publique, des prélèvements obligatoires, de la dépense publique, vous verriez qu'elle est insensible aux alternances politiques, grosso modo. Grosso modo. Il y a des petites variations qui d'ailleurs sont contre-intuitives. Parfois contre-intuitive, puisqu'elle a pu baisser sous la gauche ou sous la droite, mais à de rares exceptions près, pour des mouvements très courts, aussitôt rattrapés par des hausses qui compensaient largement les petites baisses qu'on avait pu enregistrer. Je crois que là, il n'y a pas de doute à ce sujet, les courbes sont parlantes, évidemment. Mais ça veut dire aussi que ceux qui gouvernent n'ont pas d'incitation politique, dans le jeu politique, à gouverner autrement, et au fond sont dans un rapport, je dirais, de face à face, avec les électeurs qui eux-mêmes, et c'est assez légitime, préfèrent éviter les efforts qui sont sans doute nécessaires. Donc s'il n'y a pas d'incitation au cœur du système politique avec une vraie différence de point de vue et d'action en particulier entre droite et gauche, il n'y a pas de raison que cela se passe sinon sous le coup de la nécessité absolue. Nous y sommes. Nous y sommes. Mais c'est le réel qui incite aujourd'hui les gouvernants à engager les grandes réformes. Or, quand le réel s'exprime, c'est que la crise est là. Et quand la crise est là, c'est que les conditions politiques ne sont pas réunies pour produire du consensus. Le deuxième problème de notre pays est le problème, je dirais, de la difficulté que nous avons à bâtir avec les partenaires sociaux un consensus pour réduire la dépense publique, puisqu'évidemment il faut passer par là, ou réformer l'État, à la différence d'autres pays qui ont su le faire. On cite souvent le cas de la Suède, vous le savez sans doute. La Suède est un parfait exemple. Ce n'est pas le seul. Il y a d'autres pays qui ont réussi des trajectoires absolument exceptionnelles de retour à l'équilibre et même à l'excédent budgétaire. La Suède est sans doute l'exemple le plus complet, mais aussi la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemagne, un parcours qui est très impressionnant et qui va plus vite que ce qui était programmé, comme vous le savez sans doute. Et donc on pourrait peut-être y revenir, si nous en avons le temps, plus en détail. Mais il y a ce point clé qui est que du côté de l'interaction politique comme du côté des relations entre les partenaires sociaux, nous n'avons pas ces incitations qui, ailleurs, aident beaucoup
à avancer sur des sujets qui sont aussi compliqués. Je voudrais également introduire rapidement, en les pointant simplement, des raisons de revenir à l'équilibre. L'équilibre, en dehors, encore une fois, des éléments qui sont ou conjoncturels, ou exceptionnels, ou légitimes, si on pense à un investissement, comme je l'ai dit à l'instant. L'équilibre n'est pas en soi, c'est une donnée du réel, disons-le, ça n'est pas un dogme ni une passion idéologique, même si ça peut parfois en faire l'objet. Mais il y a des raisons fortes de revenir à l'équilibre. Il y a une raison économique, financière, le coût de la dette, comme vous le savez. Entre 1978 et aujourd'hui, la charge de la dette est passée en poids de 1 point du PIB à 3 points du PIB. Et donc, on est aujourd'hui entre 55 et 60 milliards, qui chaque année s'évaporent uniquement pour rémunérer les intérêts de la dette. Vous le savez. Et donc, c'est une hémorragie. C'est évidemment une somme considérable avec laquelle on pourrait faire beaucoup de choses bien plus efficaces pour le futur. C'est aussi, donc il y a un argument financier qu'il faut rappeler, c'est aussi une question européenne. Nous ne pouvons pas être européens aujourd'hui, et en particulier membres de la zone euro, sans respecter les exigences qui sont désormais communes aux Européens et qui ont été, je dirais, formalisées dans la ratification du récent traité, préparé par une ancienne majorité, ratifié par la majorité actuelle sagement, et c'est une très bonne chose et il faut l'en féliciter. Et puis je dirais aussi, rappelons-le, la question du déficit est une question qui touche aux relations entre les différentes générations. Et il ne faut pas exagérer cet argument, il est compliqué à manipuler, mais les générations futures, ça reste un argument important. Et je voudrais vous donner 2 raisons que j'énonce très rapidement, mais on ne peut pas accepter de laisser aux générations futures une telle charge de dette. Il y a une raison immédiate, forte, qui est que finalement, nous avons un niveau de vie qui est financé par les générations futures qui n'auront pas ce niveau de vie, donc c'est en rien conforme à nos valeurs, à nous tous. Ici, personne ne défend ce genre de valeurs, donc c'est une espèce d'aberration de principe. Et puis il y a le fait aussi que nous attaquons le fait démocratique. Nous attaquons le fait démocratique. Et je le dis parce que ça m'amènera à faire une proposition qui, même si elle n'est pas originale et compliquée à mettre en œuvre, est cependant nécessaire. Nous attaquons le pacte démocratique parce que si nous considérons que notre volume de dépenses aujourd'hui est reconduit à peu près à l'identique chaque année et augmente, mais que nous ne maîtrisons pas la distribution au fond de la dépense, parce qu'il y a l'inertie de toutes les dépenses, en particulier la masse salariale publique, comme vous le savez, ça signifie que toutes les législatures qui viennent vont devoir reconduire ces dépenses. Ça signifie que toutes les générations qui viennent vont devoir revoter les dépenses que nous décidons aujourd'hui. Ça signifie que nous entamons, année après année, la liberté politique des générations qui viennent, leur liberté de choisir de dépenser autrement. Et si, pour une part, il faut certainement dépenser la même chose ou continuer des dépenses parce que l'engagement d'un État se fait dans la longue durée, en effet, il faut aussi qu'il y ait une marge significative pour que les générations qui viennent aient le sentiment de pouvoir, à leur tour, marquer l'histoire, réaliser ce qu'elles croient devoir faire et donner à la société le visage qu'elles souhaitent lui donner. Et ce point ici m'amène, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, mais peut-être que nous aurons l'occasion de revenir à d'autres aspects, sur la question, évidemment, de la réduction de la dépense publique. Oui, il faut réduire la dépense publique. C'est une évidence. La stratégie fiscale est arrivée au bout de sa logique. Elle est devenue insoutenable. Nous avons à la Fondation réalisé une série de travaux récents, une note de Bertrand Jacquia, professeur à Sciences Po, une note d'Aldo Cardoso, une note collective sur ces questions-là. Nous considérons que la fiscalité aujourd'hui, dont on a déjà dit qu'elle battait tous les records, était inacceptable. Nous défendons même qu'elle est en train de devenir inconstitutionnelle, qu'il y a des cas où elle devient confiscatoire et profondément injuste. Donc on verra cette question, j'imagine, être posée au Conseil constitutionnel qui tranchera là-dessus. Mais il y a maintenant vraiment des niveaux qui modifient profondément la nature des prélèvements. Mais plus profondément et plus gravement, elle attaque l'appareil productif
Et pour le résumer, je dirais qu'au fond, nous sommes dans la situation aujourd'hui de privatiser le risque et de socialiser les bénéfices. Et ça, il suffit de l'énoncer comme ça pour comprendre qu'il n'y aura plus de prise de risque et conséquemment, il n'y aura pas de croissance si les données sont celles-ci. Et c'est la raison pour laquelle l'effort doit porter sur la réduction de la dépense publique. Et il y a un grand sujet de ce côté-là, qui est la dissociation. Je tiens beaucoup à cette idée. La Fondation y est très attachée. La dissociation entre la notion de service public et la notion de fonction publique. Il n'y a qu'un pays, la France, où l'on considère qu'il n'y a pas de service public s'il n'y a pas une fonction publique statutaire. Il y a d'autres pays, tout aussi civilisés, tout aussi correctement administrés, parfois même mieux administrés si nous considérons l'équilibre des comptes, qui ont dissocié la fonction publique du service public. Et vous me direz, il n'y a pas un effet de réduction de la masse salariale si il n'y a plus de statut de la fonction publique. Sur ce point, peut-être, il faudrait voir, car on peut imaginer, je le crois, des gains de performance. Mais en tout cas, vous rendez aux générations futures la liberté de dépenser autrement l'argent qu'elles voudront lever par les impôts. Merci Dominique. Donc après ce tour d'horizon sur le bon équilibre, je voudrais vous demander comment le meilleur chemin pour y arriver. Et je voudrais reprendre le mot de Dominique, inertie, parce que moi, ce qui me frappe beaucoup et que je trouve assez affligeant, c'est l'incapacité de ce pays à se transformer pour orienter sa dépense vers les domaines qui vont créer de la croissance. Je parle par exemple la formation, l'investissement dans la recherche, etc. On est incapable de faire bouger les curseurs. Et donc, je vous demander, vous qui avez beaucoup travaillé sur cette question, qui est en train de continuer à travailler dessus, comment on fait pour sortir de la seringue dans laquelle on est, c'est-à-dire à la fois continuer à dépenser là où il faut et supprimer là où il ne faut plus. Bien là où on a des marges de manœuvre. Oui, alors je m'empresse de dire, fondamentalement, c'est quand même pas les ronds-points, faut que vous le sachiez, qui ne sont pas globalement et à eux seuls responsables de la situation de la dette publique. Quand on s'attaque à la masse, parce que c'en est une, des 1100 milliards d'euros de dépenses que chaque année nous consentons à travers les différents systèmes publics. On a parlé du budget de l'État, mais je vous rappelle que le budget de l'État, c'est aujourd'hui moins que l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale. Et je rappelle qu'à côté de ces deux mastodontes, il y a également les collectivités locales. Donc les 1100 milliards dont je parle, c'est ça. Si vous essayez de les regarder à très grands traits, vous allez d'abord vous cogner dans une première évidence qui s'appelle la masse salariale. La masse salariale, sur ces 1100 milliards d'euros, c'est tout de même la bagatelle de 25%. Bon. Donc, premier niveau de réponse, Guylaine, il est difficile de traiter ce sujet en exotant d'emblée un quart des dépenses en disant « cela, je ne m'en occupe pas et je ne m'y intéresse pas ». Donc la première piste que nous avons explorée dans le travail que vous évoquiez, c'était de dire comment fait-on pour que cette composante, très inerte pour le coup, puisque celle-ci, elle est reconduite d'année en année, elle a naturellement tendance à progresser, devienne quelque chose d'un peu plus souple et dont on puisse tirer des marges de manœuvre. Et nous avons exploré deux pistes. La première, et naturellement elle ne fait pas consensus, mais nous y tenons, comme Dominique Régnier tenait à l'instant au principe qu'il évoquait, c'est l'idée que très probablement les effectifs globaux de la fonction publique dans notre pays peuvent être revus, revisités et corrigés à la baisse. Pas vous accabler de chiffres, mais en gros, sur la période récente, on a supprimé 150 000 emplois publics. Ce sont les 5 dernières années. Mais il se trouve que dans le seul État, on en avait créé 300 000 entre 1980 et le début de la suppression. Donc si vous voulez bien faire une correction arithmétique, il y a toujours 150 000 fonctionnaires de plus dans le seul État, au moment où nous parlons, qu'il n'y en avait avant 1980. Et avant la décentralisation. Et je n'ai pas parlé de la décentralisation, mais là, les chiffres des collectivités locales sur la période, c'est 350 000 de plus. Bon. Donc, vous faites les additions, vous voyez que est-ce qu'on vit mieux avec 400 000 emplois publics de plus aujourd'hui qu'au début des années 80 ?
La réponse est tout sauf évidente. Et pour vous donner un contrepoint, parce que dans l'exercice que nous faisons, nous nous intéressons à ce que font nos voisins, pendant ce temps-là, les Allemands, qui ne sont pas un modèle absolu, je le sais bien, et il y a tas de choses à dire à ce sujet, mais en tout cas sur ce chapitre, ils ont fait des choses. Il y a moins de fonctionnaires aujourd'hui en Allemagne qu'il n'y en avait dans la somme des deux Allemagnes avant la réunification. Et il faut que vous sachiez qu'il y avait pas mal de fonctionnaires en Allemagne de l'Est. Donc l'opération qu'ils ont menée entre la réunification et le moment où nous parlons a consisté à réduire les effectifs de la fonction publique en Allemagne d'un montant supérieur à la totalité des fonctionnaires qui faisaient tourner, si elle tournait, l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc tout ceci, naturellement, ne peut pas se faire sans logique, tout ceci ne peut pas se faire sans réexaminer le contenu des missions de l'État, tout ceci ne peut pas se faire sans générer des gains de productivité, ça s'organise, toutes les grandes organisations sont soumises à ça, et si vous le faites, non pas dans la brutalité, mais dans la durée, vous pouvez obtenir sur 10 ans un effet très significatif de réduction. Nous l'avons chiffré pour notre part sur une période de 5 ans, les 5 ans qui viennent, à environ 300 000 fonctionnaires en moins sur les 3 fonctions publiques, État, fonction publique hospitalière et collectivité locale. Mais en même temps, nous nous sommes intéressés à la question de la productivité, et là je vais dire un truc absolument épouvantable, nous avons considéré qu'il ne serait pas illégitime de relever la durée moyenne hebdomadaire du travail dans la fonction publique. Et nous avons articulé un chiffre épouvantable qui consisterait à passer de 35 heures hebdomadaires à 37h30. Et le gain équivalent en nombre d'emplois générés par cette décision, c'est 300 000. C'est-à-dire exactement le nombre de suppressions que nous proposons. Et que nous proposons en les ayant naturellement justifiées. Donc vous voyez que quelque chose d'apparemment aussi immobile et énorme, et tout ceci, Dominique Régnier, sans toucher au statut de la fonction publique, sans nous attaquer à un quelconque pilier du temple qui génère des querelles comme ce pays en a le secret, c'est-à-dire complètement idéologique. Nous parlons là de progrès des organisations, de gains de productivité, et en quelque sorte de l'effort que nous demanderions à une catégorie de nos concitoyens, non pas pour les stigmatiser, non pas pour dire qu'ils font mal, simplement pour considérer que dans une période extraordinairement difficile de notre histoire économique et sociale, il ne serait pas choquant que ceux qui sont dans cette situation particulière de l'emploi sous statut veuillent bien donner un peu plus de leur temps au fonctionnement général de la nation. Et si le service public a un sens, pour reprendre la formule qui a été utilisée tout à l'heure, c'est bien celui-là. Merci. Effectivement, c'est une piste qui est rarement assumée et proposée. Michel Rousseau, vous avez aussi travaillé sur ces fameux 60 milliards à grignoter dans le budget de l'État. Comment vous voyez les choses? Alors, je vous demandais tous d'être relativement brefs parce qu'on voudrait quand même garder 10 minutes pour une ou deux questions dans la salle un peu impertinentes. Voilà. Effectivement, le problème de la faisabilité est essentiel. Mais si on compare, comme Pierre Mathieu vient de le dire, avec l'Allemagne, on s'aperçoit qu'en Allemagne, il y a un agent public pour 90 habitants. En France, c'est un agent public pour 50 habitants. La différence entre, et là les chiffres sont à peu près convergents, la différence entre les deux dépenses publiques est d'environ 150 milliards. Il y a donc, à travers ces 150 milliards, un effort considérable à faire pour nous, à essayer de trouver les 60 milliards, mais je dirais en plus les 90 milliards nécessaires, parce que les 60 milliards ne sont pas suffisants. Il faudra probablement, et nous le souhaitons, c'est une orientation de la Fondation Concorde, nous pensons qu'il est absolument indispensable d'engager un choc de compétitivité, ça a été repris partiellement par le gouvernement, d'environ 30 milliards. Car actuellement, nous ne sommes pas suffisamment compétitifs. Alors, le gouvernement, lui, propose 20 milliards, nous 30 milliards, bon, il faut voir après dans l'application comment ça peut se passer. Mais nous pensons qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de maintenir pendant cet effort de réduction très ambitieux de la sphère publique, de maintenir une capacité, une vitalité
de nos activités économiques qui sera essentiel à la fois pour maintenir le niveau des recettes, bien entendu, et surtout pour maintenir le chômage, ou plutôt pour réduire le chômage et éviter que nous atteignions des sommets aussi dans le nombre de chômeurs en France. Donc je crois que c'est un effort considérable à engager. A priori, si vous voulez, on pourrait dire 20 milliards sur les collectivités locales, 20 milliards sur le périmètre de l'État, 20 milliards sur les comptes sociaux. En tous les cas, il faudra bien ces 60 milliards. Il les faudra. Et nous pensons que désormais, il faut, dans la fonction publique, passer de l'esprit d'administration à l'esprit de management. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir trancher assez vite, à la manière dont l'ont fait les Canadiens, les Mexicains, les Suédois, dont parlait tout à l'heure, ces exemples dont parlait tout à l'heure Dominique, et je crois que d'autres l'ont fait, et il y a la méthode à mettre en place. Nous avons des propositions pour la méthode. Je pense qu'il va falloir le faire, et bien entendu, je reprends aussi ce qui a été dit par mes deux collègues, c'est d'une part qu'il faut un consensus, au moins, sinon un consensus, du moins une prise de conscience de l'opinion publique française. Une prise de conscience de l'opinion publique française qui doit savoir que l'effort sera considérable, il peut être brutal, néanmoins il est nécessaire pour maintenir dans les décennies à venir notre prospérité et nos emplois. Merci Dominique Régnier. On va conclure cette phase avant de passer aux questions. Et moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'on peut présenter aux Français ces plans de réduction sans qu'ils le perçoivent comme une baisse de niveau de vie ou une baisse de prestations? Est-ce qu'on fera l'économie d'un discours courageux? D'abord, il peut y avoir une... il y a une étude de l'OCDE qui a travaillé sur 16 pays qui ont mené des politiques de réduction de la dépense et qui conclut au fait suivant, il y a un effet récessif. Il y a un effet keynésien, contraction de l'activité, parce qu'on réduit la dépense publique, on réduit de 1 point du PIB, et il y a une contraction de 0,7 en croissance. Donc effectivement, il y a un effet récessif qui disparaît au bout de 2 ans pour laisser la place à une croissance. Donc il y a une période compliquée où vous avez les efforts sans le bénéfice de l'effort. Donc ça suppose un discours politique qui trace un horizon, qui donne bien sûr un objectif à atteindre, qui justifie les moyens mobilisés, qui en démontre le caractère juste, c'est évidemment indispensable, et qui soit capable assez rapidement, 2 ans c'est à la fois long et court, mais c'est parfois long quand les efforts sont importants, pour faire accepter ce type de réforme. Donc c'est un discours éminemment politique qu'il faut tenir, absolument. Et je dirais, je ne reprendrai pas ce qui a été dit là aussi, je suis d'accord, je maintiens, mais ce serait trop long de débattre à ce sujet substantiellement, je maintiens que la question du statut de la fonction publique n'est pas une question idéologique, mais une question morale et politique et démocratique, et qu'on peut là-dessus s'entendre parce qu'elle est absolument fondamentale sur le principe. Mais laissons cela. J'ajouterai pas... Je ne répéterai pas ce qui a été dit, je le reprendrai volontiers à mon compte. Je dirais simplement, pour lister très vite des points sur lesquels on peut agir, la rationalisation de l'administration dans son fonctionnement. Nous n'avons pas idée parfois à quel point il y a des progrès à faire en la matière. Aux Pays-Bas, le nombre des agents publics chargés de la gestion des ressources humaines a été divisé par 2. Sur un secteur particulier, qui est la gestion des ressources humaines, parce qu'un effort pointu a été fait. Il y a là, sans doute, un grand gisement. La gestion publique par les agences, c'est une affaire dont on parle souvent. C'est peut-être un objectif, une méthode qui est performante, moi je le crois, mais elle pose quelques problèmes. Il existe en France plus de 600 organismes de ce type. Ils représentent environ 20% du budget de l'État, et il y a un rapport de l'Inspection générale des finances, je ne vous lis que les 2 premières lignes, qui a été rendu en mars 2012. Il n'existe pas actuellement de recensement exhaustif de toutes les entités à la fois contrôlées par l'État et exerçant pour son compte des missions de service public non marchands. Donc l'État ne sait pas. Et du coup, bien sûr, le contrôle est impossible. Il faut aussi, bien sûr, réfléchir, on ne le fera pas ici, mais
aux prestations sociales. C'est évidemment, cela a été dit, un des sujets majeurs. Nous avons aussi travaillé là-dessus à la Fondation. Charles Becbédé, qui est ici présent, avait lui-même fait une proposition consistant à créer une franchise médicale à hauteur de 2% des revenus du ménage pour responsabiliser les consommateurs de santé et en même temps garder la progressivité qui est une interprétation de la justice. Et les Allemands ont mis en place un modèle de ce type. La politique de l'emploi peut être profondément revue. La politique de l'emploi en Suède représentait en coût 3% du PIB. Ils sont arrivés à 1,5%. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont retrouvé l'équilibre. Si nous avions en France ce même effort, nous économiserions 40 milliards d'euros. Il y a toujours une politique de l'emploi en Suède. Elle a été rationalisée, son coût a été divisé par 2, et ça représenterait, pour un pays comme la France qui s'y livrerait, 40 milliards d'euros. Supposons que nous arrivions à la moitié, nous aurions 20 milliards. De toute façon, c'est satisfaisant. Et puis, je voudrais terminer par un point qui me paraît très important, qu'il ne faut pas oublier, qui est la question européenne. Ça nous amène à concevoir un peu différemment cette question du déficit et de la lutte contre les déficits et l'endettement. Ça n'est pas qu'une question nationale, et la solution n'est pas que nationale. Et je regrette beaucoup qu'en ce moment, la plupart des chefs d'État et de gouvernement se soient mis d'accord pour réduire ou pour contenir le budget européen, qui est un budget, comme vous le savez, ridicule, de 1% de la richesse européenne, car la réalité est qu'il faudrait l'augmenter de manière très significative. Le budget européen, augmenté de manière significative, permettrait à l'Union européenne d'engager des politiques d'investissement en matière d'infrastructures de transport, de télécommunications, de nanotechnologie, de biotechnologie, de recherche, d'innovation, qui donnerait à chacun des pays membres de l'Union européenne la possibilité de renouer plus vite ou plus nettement avec la croissance et la création d'emplois. Donc il faut aussi penser à l'échelle européenne, si l'on veut avoir des effets de levier, si l'on veut avoir des investissements qui, à la fois plus massifs, plus puissants et plus stratégiques, nous aident à retrouver la croissance, qui est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'autre piste pour réduire le déficit budgétaire. S'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de réduction du déficit budgétaire, il ne sera pas accepté politiquement et il ne sera pas atteint sur le plan des finances publiques. Merci. Eh bien, c'est à vous de poser des questions. On va peut-être prendre 2 questions d'emblée, puis comme ça on verra qui répond. Monsieur, vous êtes le premier à avoir levé la main. Vous présentez et vous posez une question brève. Ça marche, vous m'entendez ? Oui. Oui. Bonjour, Nicolas Leron, président du think tank Eurocité, qui est un think tank de gauche dédié aux questions européennes et plus particulièrement à la politisation des questions européennes. Et à ce sujet, je voudrais faire écho aux propos de Dominique Régnier, qui en fait, si finalement on voit que droite ou gauche, au niveau national, mais aussi au niveau européen, sur une politique aussi essentielle que le budget, il n'y a pas vraiment de choix différent, où est le choix démocratique en fait dans le système politique européen ? Quel est le choix pour l'électeur si finalement, droite ou gauche, qu'il vote au niveau national ou au niveau européen, il a le même résultat structurel ? Réduction des déficits, avec un choix qui n'est qu'un choix contraint. Et pour moi qui étudie les questions européennes d'un point de vue politique, ce que l'on constate, c'est un phénomène structurel de dépolitisation de l'ensemble du système politique européen. Au niveau européen, on le sait bien, mais aussi au niveau national. Et donc c'est plus une réaction par rapport à ça. Finalement, si la politique budgétaire n'est qu'une politique technique, de contrainte technique, où il n'y a pas de choix politique, on est en train de créer un monstre antidémocratique, en fait, en Europe. Dominique Régnier, alors est-ce qu'on tue la politique ? Je veux bien, oui, c'est une très bonne question. Je me pose la même question et j'arrive à une réponse, je ne sais pas quelle est votre réponse à vous, mais j'arrive à la réponse qui est que la réorganisation de l'État national et de la puissance publique européenne, au contraire, repolitise nos sociétés. On l'a vu dans ce que nous avons dit, il y a bien des points sur lesquels, sans doute ici, il n'y a pas d'accord. C'est une façon de repolitiser nos sociétés, au contraire de la dépolitisation. Et ma deuxième remarque, très, très rapide, parce que le temps est écoulé, mais consiste à dire qu'il ne s'agit pas d'avoir pour programme l'équilibre des finances publiques. Il s'agit de réaliser l'équilibre pour laisser aux sociétés
accomplir le programme qu'elle souhaite accomplir, avec les richesses qu'elle crée. Sortir de la contrainte, justement. Absolument, se libérer de la contrainte et avoir ensemble ensuite des débats sur l'usage de la richesse. Et là, chacun en fera l'usage qu'il veut, à la fois chaque pays, chaque génération, chaque partie du monde. C'est au contraire une repolitisation. Autre question, monsieur? On va prendre... voilà. Bonjour, José Munoz. J'ai été, dans un temps pas si ancien que ça, responsable de la mise en place du contrôle de gestion de la ville de Paris. Il y a une question qui préoccupe notre logiciel de gestion dans le domaine des dépenses publiques. C'est qu'en effet, on ne pense que dépenses et jamais on affecte notre réflexion à comment développer des recettes, comment mettre en place un plan qu'on a détruit et qui permettait justement, ce que vous disiez, Dominique Régnier, d'avoir une vision sur le moyen terme. Je ne parle pas du long terme parce que je suis un peu keynésien, donc Keynes disait que le long terme, il serait mort, ce n'est pas la peine d'en parler. Mais on n'a pas véritablement, dans toute notre administration, en termes décisionnels, de vraies réflexions sur les recettes potentielles, la croissance potentielle, qu'elle soit sur le périmètre français ou sur le périmètre européen qui est essentiel maintenant pour justement aborder la phase décisive. Font qu'on est encore dans l'administration. C'est-à-dire qu'on dépense. On a des milliers d'idées par rapport à la dépense. On a très peu d'idées par rapport aux recettes. Or, la conséquence du déficit public, c'est tout simplement l'absence totale d'imagination ou d'appui à l'imagination, à l'innovation et à la recherche, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui dans tous les pays émergents, non pas émergents. Pierre-Mathieu Duhamel, est-ce qu'on manque d'imagination en matière de recettes? Ah non, ça je ne le crois vraiment pas. Non. Est-ce qu'on est dans l'inertie? Je pense au contraire qu'on est le pays le plus imaginatif au monde en matière de recettes. Est-ce qu'on est dans l'inertie, c'est-à-dire qu'on ne change pas le cours des choses suffisamment? La question, c'est de savoir qui doit créer la matière fiscale. Est-ce que c'est la sphère publique? Est-ce que c'est sa responsabilité? Ou est-ce que c'est l'ensemble des agents économiques qui doivent simplement recevoir les bons signaux et les bons messages? Alors ça, c'est quasiment une question de philosophie ou d'idéologie politique. Ma réponse, c'est que, pour l'observation que j'en fais, c'est aux agents économiques de se voir placés dans la situation où ils ont envie d'innover, de prendre des initiatives et de générer ce qui ensuite constitue une assiette taxable. Et donc, dans des limites raisonnables, évidemment tout est dans le raisonnable, qui permet de générer des recettes. Donc moi j'inverserais simplement un peu l'ordre des facteurs. Maintenant, il y a un point sur lequel je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que l'administration, l'ensemble des administrations, dans la gestion de la dépense, ne se préoccupe quasiment jamais de ses effets, de son impact, de sa raison d'être au-delà du moment où on a décidé de la prendre. Et nous avons consacré, dans le document qu'on évoquait tout à l'heure, tout un chapitre à la question de l'évaluation de la dépense publique. Et c'est un terme qui n'est pas nouveau dans notre discours politique. Mais je constate, en regardant ce qui se fait à l'étranger et ce qui se fait en France, que nous sommes toujours au balbutiement de cette affaire, là où d'autres consacrent de véritables efforts scientifiques, universitaires, par des organismes indépendants de celui qui a pris la décision, à l'évaluation de la dite dépense. Je suis convaincu que le jour où nous aurons une mécanique en la matière, nous générerons des marges de manœuvre à l'intérieur de la dépense publique elle-même, sans avoir besoin d'en créer de nouvelles et donc d'aller chercher de nouvelles recettes. Bon, merci à tous. Merci d'être venus. Je suis désolée, on aurait pu continuer les questions longtemps, mais c'est vrai que répondre à ce défi en 3 quarts d'heure, c'était en soi un défi. Merci à tous. Bravo.